Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous qui sera en deux parties. Donc la partie où vous êtes en ce moment concerne donc mes lectures de la fin de l'année 2012, donc durant la dernière quinzaine. Vu que mon dernier C'est lundi remontait au 17 décembre, bah voilà, je vais maintenant tracer tout ce que j'ai lu durant ces deux dernières semaines de décembre. Et je vous mettrai le lien quelque part au-dessus vers le nouveau C'est lundi que lisez-vous qui reprend donc vraiment les lectures de la semaine passée, de cette semaine et de la semaine à venir. Alors commençons donc par ce que j'étais en train de lire durant le dernier C'est lundi. Il s'agissait donc de Les monstres de Sally de Sophie et Anna, publié aux éditions Le Livre de Poche. Un thriller psychologique dans lequel j'avais beaucoup de mal à m'intéresser parce que je le trouvais trop lent, avec beaucoup trop de détails, beaucoup trop de discrétion de la part de l'auteur qui nous parle vraiment trop du quotidien, de choses totalement inutiles finalement. Ça permet de mieux comprendre les personnages, on peut le dire, d'accord, mais bon, ce n'était pas nécessaire. Je pense que voilà, si j'avais eu ce genre de livre à éditer par exemple, je pense que j'aurais demandé à faire des coupes. Parce que à la fin, les 200 dernières pages est vraiment très bien. Beaucoup de suspense, enfin. Beaucoup de choses qui se passent. J'ai vraiment été prise dedans. J'ai lu les 200 pages, je pense, en 2 heures. Je n'ai j'ai pas fait de pause parce que j'étais vraiment prise dedans. Mais c'est dommage qu'il fasse autant de temps pour que l'auteur arrive à planter le décor de tout son univers. Donc c'est un petit peu le seul regret que j'ai par rapport à ce livre. Sinon la résolution finale m'a bien surprise, donc tant mieux. Voilà, l'avis est déjà sur le blog si vous le désirez. Ensuite je suis donc passée à Noël quel bonheur, 13 nouvelles affreusement croustillantes de collectif publiées aux éditions Armand Collin, que je n'ai pas aimé. Voilà, c'est un des flops de l'année. Clairement, pourquoi? Parce que, comme vous voyez l'ouvrage comme ça, très joli, cartonné avec de l'or, voilà, c'est écrit bien grand, etc. Ça ressemble à un bel ouvrage à offrir à quelqu'un qui aime Noël. Sauf que c'est pas du tout destiné à ces gens-là. Ce sont des nouvelles en fait assez déprimantes, je trouve, assez... Enfin, je sais pas, on dirait que les auteurs ils n'aiment pas du tout Noël, qu'ils sont complètement aigris, qu'ils n'arrivent pas à profiter des fêtes et qu'ils profitent de leurs nouvelles pour dire tout le mal qu'ils pensent de tout ça. Donc moi j'ai pas du tout aimé, je me suis pas du tout reconnue dans les univers que proposent les auteurs, donc voilà, c'est pas du tout pour moi. Ensuite, j'ai donc lu Bram Stoker dans l'ombre de Dracula d'Alain Pozzoli, publié aux éditions Pascal Gallaudet, donc une biographie de ce cher Bram Stoker, l'auteur de Dracula. La biographie en tant que telle m'a vraiment beaucoup plu, c'est très détaillé, l'auteur vraiment nous présente complètement la vie de l'auteur, ses influences, les amis qu'il a eus, son cercle d'amis, les lectures qu'il a faites avant d'écrire Dracula. Je pense par exemple à Carmilla de Sheridan Le Fanu que Bram Stoker a lu avant. Donc voilà, cette partie-là est nickel. Mais par la suite, la deuxième moitié, on va dire, l'auteur, enfin Alain Pozzoli, l'auteur de ce livre, donc pas Bram Stoker, nous parle un petit peu de l'influence qu'a eu Dracula sur la culture populaire, donc toutes les adaptations qui ont été faites au cinéma, quand on parle de Dracula dans les livres, dans les séries, dans les films, dans les musiques, etc. Et là, l'auteur, il m'a un petit peu fait déchanter parce qu'à un moment, il parle de la bitlite. Et là, il donne une définition totalement faussée, comme quoi c'était de la littérature pour adolescents. Donc moi, j'ai complètement été ahurie par ça. Donc, résultat, ça m'a un petit peu fait hésiter sur tout ce qu'il nous racontait avant, toute la vie de Bram Stoker. Je me disais, mais est-ce qu'il a vérifié ces sources-là, vu que ça n'a pas l'air d'être le cas pour la bitlite. Bon, finalement, je pense que l'auteur est vraiment très spécialisé dans ce domaine, on voit qu'il a beaucoup écrit sur Bram Stoker, donc je pense qu'on peut lui faire confiance à ce niveau-là. Mais voilà, ça me reste quand même un petit peu en travers le gorge de voir qu'il ne s'est pas penché sur la bitlite et qu'il a donné une définition totalement faussée. Je veux dire, bon, il peut ne pas être intéressé par ce genre d'ouvrage, je peux totalement le comprendre, mais alors autant ne pas en parler que de dire des bêtises, quoi.
Alors ensuite, toujours chez Pascal Gallaudet, La femme du futur et autres contes paradoxaux de François Coupry. Un ouvrage très étrange pour moi vu qu'il y a 4 nouvelles, enfin 5 nouvelles en tout. Et les 4 premières, elles m'ont pas plu du tout, je suis pas du tout retrouvée. En fait c'est des nouvelles assez absurdes. Mais là où l'absurde, bah voilà, ça doit être quelque chose quand même de comique, hein, de drôle, pour nous montrer que notre monde ne fonctionne pas très bien. Vous voyez, c'est un peu pour... j'ai pas le mot, j'ai le bout sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le sortir. Voilà, pour dénoncer, voilà, notre société, ce qui ne va pas, etc. Mais moi j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que l'auteur voulait dénoncer par là. J'ai trouvé les nouvelles très très longues, assez chiantes. Voilà, ça n'a pas du tout bien fonctionné. Mais alors la dernière, qui s'appelle La femme du futur, qui donne son nom au recueil, waouh, là c'est un coup de cœur. Donc je vous dis, là je fais le grand écart, quoi. J'ai pas du tout aimé les 4 premières et j'ai adoré la dernière. Parce que La femme du futur, en fait, on suit donc une jeune chinoise qui s'appelle Ada Wu, qui naît dans un monde où il ne faut plus travailler du tout. Plus personne ne travaille, donc tout le monde est cool, tout le monde ne fait rien, quoi. Et Ana Wu, bah, elle est un petit peu étrange pour son monde, vu qu'elle, bah, elle essaye de comprendre ce qui va pas. Genre, mais il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Voilà, elle se pose beaucoup de questions, elle réfléchit, elle essaye de trouver des manières d'améliorer leur monde, alors que le monde paraît parfait pour tout le monde. C'est une nouvelle qui m'a beaucoup plu. Plus une novella d'ailleurs, puisqu'elle fait 150 pages. J'ai trouvé très bien maîtrisée. J'ai bien compris ce que l'auteur voulait dénoncer, c'était vachement. L'avis est déjà sur le blog, comme pour Bram Stoker d'ailleurs. Alors ensuite j'ai lu, comment ça se met comme ça, Bonnie Poon Poon, le tome 5 d'Inyo Asano, publié aux éditions Kana dans leur collection Big Kana. Toujours Inyo Asano, donc toujours excellent. Donc là on suit Poon Poon qui est devenu un vrai adolescent vu qu'il rentre au lycée. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il change d'apparence. On voit que l'auteur il sait vraiment manier le dessin. On voit que les traits des personnages de Poon Poon, par exemple, qui a une nouvelle coupe de cheveux, qu'on voit qu'il est un petit peu vieilli, qu'il est vraiment un adolescent, et tous ses compagnons ont également un peu vieilli, et je trouve que l'auteur arrive vraiment à rendre ça dans le dessin. Et bah, également dans le comportement, vu que Poon Poon change un petit peu de comportement, bah, ça devient un ado, quoi. Et lui il est un ado assez passif, assez tout cool sur lui, et rien ne semble l'affecter, même si au fond de lui, bah, effectivement il y a des choses qui turlupinent. Voilà. L'avis est également sur le blog, et c'est également le cas de Winterheim, l'intégrale de Fabrice Collin, qui a été publié le 3 janvier dernier, donc tout récent. Enfin en poche en tout cas. Donc c'est publié chez J'ai lu, il compte 3 tomes en fait, donc la trilogie. Le premier s'appelle Le Fils des Ténèbres, le deuxième La Saison des Conquêtes et le troisième La Fente des Rêves. Alors c'est de l'heroic fantasy pur et dur. Voilà. On suit Jeannès qui est un jeune garçon forestier comme ça, qui va apprendre que ses parents ne sont pas ses vrais parents, qu'il a un grand rôle à jouer dans ce monde, mais lui il sait pas encore très bien ce qu'il doit faire, quel camp il doit choisir, etc. Donc en lui-même, Jeannès c'est vraiment le personnage d'Heroic Fantasy par excellence. Mais ce qui est intéressant dans ce récit, je trouve, c'est que l'auteur utilise la mythologie nordique. Donc là, ça donne vraiment un second souffle, je trouve, au récit. J'ai bien aimé également tous les décors hivernaux, je sais pas si ça se dit, et voilà, avec la neige, voilà, beaucoup de neige, de froid, etc. Ça rend vraiment bien. Et l'histoire, même si elle est vachement naïve, je trouve, parce que les héros, ils ont leur destin tout tracé et ils le suivent, quoi. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'aléas de la vie, si je puis dire. Mais en même temps, il y a une certaine tendresse qui se dégage du récit. Je sais pas si c'est je pense que c'est le style de Fabrice Collin. C'est sa première œuvre en fantasy. Et voilà, on sent que c'est un petit peu maladroit par moments, mais c'est vachement mignon à lire. Par exemple, la relation entre Jeannès et la fille qu'il aime, voilà, c'est très mignon. Voilà, alors ensuite, j'ai tout le temps ensuite, je me rends compte.
Le Hobbit, un voyage inattendu, le guide officiel du film de Brian Sibley, publié aux éditions Fetjen, que j'ai lu le lendemain d'avoir été voir le film au cinéma. Donc c'est un ouvrage très complet avec voilà, tous les secrets de tournage concernant le Hobbit, donc la façon dont ils mettent les prothèses par exemple sur leur tête. Il y a également une présentation de tous les nains et ça j'ai vachement apprécié parce que je sais pas si vous avez vu le film mais moi j'ai pas eu le temps d'assimiler les 13 noms de nains et à lier leurs noms à leur physique quoi. Alors que dans ce livre-ci, je sais pas si on en voit un. Hop. Évidemment quand on en cherche on trouve jamais ce qu'on veut. Alors voilà par exemple Nori. Nori c'est pas non plus le personnage qu'on voit le plus, hein, voilà. On a une grande présentation en 2 pages de lui et de tous les autres nains. Également on voit l'acteur dans sa version normale et dans sa version nain. Voilà, c'est un très bel ouvrage pour ceux qui s'intéressent au film. C'est clair. Alors ensuite, j'ai lu Walking Dead, le tome 10. Vers quel avenir de Charlie Adler et Robert Kirkman, publié aux éditions Delcourt. Un tome que j'ai beaucoup apprécié. Bon, j'apprécie toujours Walking Dead, donc ça ne change pas vraiment. Ici, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit que Rick a vraiment évolué, qu'il se rend compte qu'il n'est plus le même homme qu'avant l'épidémie de zombies, que son comportement a changé, ses actes également. C'est très touchant. Alors, Sailor Moon, le tome 2, donc Pretty Guardian Sailor Moon, le tome 2 de Naoko Takeuchi, publié aux éditions Pika. J'avais envie de me remettre dans Sailor Moon. D'ailleurs, il y a le 4 qui vient de sortir, donc il faudra encore que je lise le 3, mais... Hop, petit marque-page. Donc, dans ce tome 2, ce que j'aime bien, c'est que voilà, tout le monde a été présenté. Ça c'est fait, on peut passer à autre chose. Et là on passe quoi? À nous expliquer un petit peu l'intrigue principale. Qu'est-ce qu'ils font sur Terre, quel est leur rôle, quel est le rôle des Sailors, etc. Donc on avance dans le récit petit à petit, c'est vachement bien. Et je pense que dans le tome 3 on pourra vraiment passer à l'intrigue en tant que telle maintenant qu'on a bien tout présenté. BD ensuite avec le tome 11 de Requiem Chevalier Vampire, Amour défunte de Pat Mills et Olivier Ledroit, publié aux éditions Nickel. Si je me rappelle bien, oui. J'adore toujours les couvertures, vu que c'est Olivier Ledroit, c'est vraiment mon dessinateur préféré, je trouve les couvertures magnifiques. Si vous connaissez pas Requiem Chevalier Vampire, c'est une BD totalement ailleurs, totalement original vu qu'on est sur Résurrection, c'est le monde après la mort. Et les personnes sont réincarnées en différentes espèces en fonction du mal qu'ils ont fait sur Terre. Donc les êtres les plus abjects, les pires salauds qu'on peut imaginer, ils sont au top. Au top de l'échelle sur Résurrection et ce sont les chevaliers vampires. Et par exemple les victimes, celles qui ont vraiment les martyrs, les personnes les plus gentilles du monde, ça deviennent des lémures, si on peut bien le nom. Et elles sont tout en bas de l'échelle. Et voilà, il se passe plein de choses dans ce récit-là. Et nous on suit Heinrich qui est un ancien SS qui était amoureux d'une juive. Donc comme vous pouvez imaginer, lui il devient vampire vu tous les meurtres qu'il a commis. Et elle devient lémure, donc ils sont pas du tout dans la même classe sociale on va dire. Et c'est ça qui est très intéressant. Et dans ce tome-ci, on avance je trouve dans ce contexte, ce problème d'amour entre lui et sa copine, dont je ne me rappelle même plus le nom maintenant, Claudia je pense, quelque chose comme ça. Voilà, il faut encore que je publie mon avis dessus. Et c'est ainsi que se termine ce premier C'est lundi, que lisez-vous. Je vous retrouve donc pour le nouveau. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao!